Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va causer d'un film qu'on attendait particulièrement à écran large depuis ses premières annonces, Civil War. Bon déjà faut avouer que le concept faisait rêver. Dans un futur proche, les États-Unis sont sujets à une guerre civile des plus meurtrières. Alors que le président pourrait bien être destitué, et la dernière syllabe du mot est importante, des reporters de guerre décident de se rendre au cœur du chaos à Washington dans l'optique de choper une ultime interview du leader de l'ancien monde libre. On comprend tout de suite que ça va être assez rentre-dedans et que ça correspond bien à la malice marketing du distributeur et producteur américain A24, le chouchou actuel du cinéma indé US. Faut d'ailleurs savoir que Civil War constitue le plus gros budget de la firme, à hauteur de 50 millions de dollars. Ça peut paraître peu par rapport à l'idée qu'on se fait d'un très gros film, mais c'est un sacré pari pour un film comme ça. À titre de comparaison, le précédent record d'A24, c'était Everything Everywhere All at Once et ses 25 millions de budget. Avec Civil War, le distributeur a envie d'entrer dans le giron du petit blockbuster avec une approche adulte et plus ou moins irrévérencieuse. Alors on peut reprocher pas mal de choses à A24, à commencer par son aura de marque qui a fini par devenir sa propre raison d'être marketing, parfois au détriment des films. Mais il faut admettre que Civil War a quelque chose du move de sale gosse qui a envie de titiller là où ça fait mal alors que les États-Unis sont en pleine période électorale. Mais ce qui nous intéressait encore plus avec Civil War, c'est bien sûr son réalisateur Alex Garland. On l'aimait déjà quand il écrivait les scénarios de 28 jours plus tard et de Sunshine, et de Dredd 3D aussi parce qu'on l'oublie souvent alors que c'est vachement bien. Mais le bonhomme nous impressionne encore plus depuis son passage à la réalisation. Au-delà d'Ex Machina et d'Annihilation, on avait beaucoup aimé son pamphlet féministe et horrifique Men, qui avait pas mal divisé pour son imagerie de cauchemar éveillé hautement symbolique, jugé viscéral par certains, comme moi, et pas bien finaux par d'autres. Si je commence par là, c'est parce que Civil War devrait provoquer des réactions similaires et assez polarisées, bien que les premières critiques se veulent comme d'habitude très enthousiastes. En fait, c'est un peu l'angle que j'ai envie d'avoir autour du film, parce que pour être clair, j'ai beaucoup aimé Civil War, mais j'ai quelques réserves sur certains de ses choix, et je me demande si c'est pas le plus intéressant. Mais j'y reviendrai. Parce qu'avant toute chose, il y a pour moi 3 réussites majeures dans Civil War. La première, c'est le choix volontairement flou de son contexte dystopique. En gros, la Californie et le Texas forment une coalition contre le gouvernement en place, ce qui est déjà un combo assez improbable au vu des divergences politiques entre ces deux États. Quelques indices sont donnés ici et là pour comprendre le pourquoi de la guerre civile, mais ça n'intéresse pas vraiment Garland. Et je pense que c'était essentiel pour éviter tout procès d'intention. Bien sûr, il semble évident que le spectre de Donald Trump plane sur le film, mais le réalisateur filme surtout la facilité déconcertante avec laquelle un pays peut se fracturer. Ce qui inquiète beaucoup la fiction actuelle, c'est l'essence même des États-Unis et de son histoire. Un pays dont le goût supposé et affirmé pour la liberté n'a cessé de s'écrire dans le sang, les désaccords et la scission d'États qui répondent chacun à leurs propres lois. Et à partir de là, on ne peut que constater l'escalade rapide de la violence et du dialogue de sourds. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les personnages. Plutôt que d'essayer de prendre une échelle immense pour capter le pouls de cette Amérique décadente, Civil War choisit la forme d'un road trip de l'enfer, à la fois tendu et passionnant, en gardant en ligne de mire sa troupe de photojournalistes en quête de scoop. On a d'abord Lee, photographe légendaire incarné par Kirsten Dunst, qui ressent un profond sentiment d'échec. Après avoir passé sa vie à couvrir les conflits du monde entier et leur horreur, la guerre est à sa porte, comme si personne ne l'avait jamais écouté. Elle est suivie dans l'aventure par Jessie, une jeune photographe ambitieuse et un peu inconsciente, à la recherche d'un mentor. Et c'est l'occasion pour Kelly Spaeny, que vous avez pu voir dans le Priscilla de Sofia Coppola, de montrer qu'elle est vraiment une actrice à suivre. Et enfin, vous avez Joel, reporter bienveillant mais qui a beaucoup trop le goût du risque, et visiblement Wagner Moura a décidé pour l'occasion de faire son meilleur cosplay de Geoffrey, notre propre reporter de terrain, et ça, c'est beau. Mais putain! Ah! Tout ce joli monde, accompagné d'un collègue vieillissant du nom de Sammy, essaie de traverser tout un pan de la côte Est, en croisant sur leur chemin une galerie de personnages et de situations qui martèlent la vision d'une Amérique irréconciliable, et qui l'est peut-être au fond depuis toujours. C'est clairement quand cette vadrouille est pleinement lancée que Civil War est à son meilleur. C'est direct, coup de poing et génial de tension. Chaque rencontre peut voir popper une arme à feu et le risque d'un débat pas très civilisé. Et à ce petit jeu, Garland s'est façonné un sacré roller coaster stressant. Je n'en dirai pas trop, même si la bande-annonce l'a déjà bien teasé, mais la séquence avec Jesse Plemons en redneck facho est franchement le sommet du film, et rien que d'en parler, j'en ai les mains moites. Bon, en vrai, désolé, mais il faut justement que je m'attarde sur l'une de ces répliques présentes dans la bande-annonce. Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? Ce dont parle Civil War, c'est d'une binarité.
Une guerre identitaire où il n'est plus vraiment question de nation ou d'idéaux. Il y a juste des camps et la notion très vague d'ennemi qui renvoie à la plus bête loi du talion. Pour citer directement le discours de George W. Bush qui lançait sa guerre antiterroriste après le 11 septembre, Either you are with us or you are with the terrorists. Phrase parfaite pour forcer une prise de décision et rejeter toute tentative de nuance. C'est justement pour cette raison que Garland tenait à s'attarder sur des photojournalistes. Comme le dit le personnage de Kirsten Dunst, il ne cherche pas à poser des questions. Il documente pour que les autres se posent des questions. Ils sont des intermédiaires nécessaires face à la binarité forcée des acteurs du conflit. Finalement, Civil War parle moins des États-Unis en tant qu'entité que des individus qui constituent cette entité. Et il constate une régression, une déliquescence de l'union, puisque chacun s'enferme dans sa propre logique. Idée que le film illustre d'une très belle manière lorsque les personnages débarquent dans une petite bourgade hors du temps et de la guerre qui choisit de vivre dans sa bulle ignorante. De ce postulat, le réalisateur n'hésite pas à mettre en valeur le courage de ses héros, voire leur sacrifice au vu des scènes traumatisantes qu'ils traversent. Mais Civil War ne se veut pas naïf et sait ajouter à ce cocktail une pointe d'ambiguïté que je trouve salvatrice. Qu'on parle de Lee, Joel ou Jesse, ils sont tous des junkies d'adrénaline. Et leur soif noble d'information s'accompagne aussi d'une mise en valeur de leur ego, à tel point d'ailleurs qu'on peut se questionner sur l'éthique de leurs images. Si Lee choisit le réalisme de la photo couleur, Jesse développe ses clichés en noir et blanc, autant pour représenter sans doute l'austérité de la guerre que pour son esthétique léchée. Et tout ça pose des questions passionnantes. Est-ce que faire de la photo de guerre doit être considéré comme de l'art ou seulement du reportage? Et si c'est de l'art, est-ce qu'il n'y a pas une forme de trivialité à filmer la mort de cette façon? Ce rapport au point de vue et à l'image s'accorde justement à mon troisième point, la technique du film. La mise en scène d'Alex Garland m'a toujours semblé précise, mais elle arbore quelque chose d'encore plus fort ici. On pourrait mettre ça sur le choix de tourner une partie du film avec la caméra Sony Venice 2, une caméra labellisée IMAX, pour offrir au film une ampleur visuelle énorme. Et en même temps, Garland sait trouver l'équilibre pour ne jamais perdre de vue les corps plongés au milieu de ce chaos. S'il y a forcément pas mal de caméras portées pour traduire la panique de certaines scènes, le cinéaste tient aussi à la clarté de plans fixes très composés, où l'IMAX aide d'ailleurs à offrir des jeux d'échelle et de profondeur assez déments. Le climax du film se permet une reconstitution de bataille en quasi temps réel, où chaque plan aide à scanner et reconstituer une topographie exemplaire. C'est fort, ça aide dans les moments de tension, et cette caméra sur d'elle nous oblige surtout à voir l'horreur, par un prisme similaire à l'objectif imperturbable des photographes. Et l'air de rien, derrière sa narration coup de poing et ses élans de violence vénères, je trouve qu'Alex Garland développe une mise en scène vraiment intéressante sur la représentation de la guerre et sur la place de l'image au cinéma comme en reportage. Ce qui m'a fait penser à un texte que j'adore du critique et théoricien du cinéma Serge Danet. En 1991, il a écrit dans les Cahiers du cinéma un article intitulé « Montage obligé » au moment de la fin de la guerre du Golfe. Il s'y montrait particulièrement critique envers la représentation du conflit dans les médias, notamment à la télévision. Selon lui, la guerre du Golfe a été une guerre sans images. Non pas qu'il n'y ait eu aucune captation, mais cette captation a été déréalisée, entièrement au service de la victoire américaine qui semblait presque écrite d'avance et renforcée par des schémas, des graphiques et autres éléments de représentation plus mathématiques qu'humains. Pour le citer, le monde dépeint par la télévision est toujours un monde vu du pouvoir. Et on n'a jamais autant parlé du pouvoir de l'image que depuis qu'elle n'en a plus. En gros, s'il y a deux camps dans une guerre, il faut que les images communiquent, dialoguent, se répondent et se contredisent. Il est impératif que l'image ne soit jamais seule, qu'il y ait une béance qui demande à être comblée. Selon Danet, cette béance, dans le cas de la guerre du Golfe, c'est les images de Bagdad sous les bombes, véritable image manquante du conflit. Et autant vous dire que la lecture de Montage obligé est plus essentielle que jamais au vu de l'actualité. Mais le plus important, c'est que Serge Danet tire de ce triste constat l'impuissance du mot image, au point de faire une distinction entre image et visuel. Pour résumer sa pensée, le visuel, c'est tout ce que Danet reproche à la télé. Le visuel n'a pas besoin de contre-champ. Il est en vase clos, il dit tout sans aucune recherche de nuance ou d'ambiguïté. A l'inverse, voilà la définition qu'il tire de l'image. L'image a lieu à la frontière de deux champs de force. Elle est vouée à témoigner d'une certaine altérité et il lui manque toujours quelque chose. Et je pense qu'au fond, c'est ça qui questionne Alex Garland et qui donne à Civil War une espèce de tension de cinéma qui me fascine. C'est un film qui essaie, via ses personnages et via sa mise en scène, de ramener de l'image face à la prédominance du visuel. Et en même temps, il est le premier à admettre que la frontière entre les deux est parfois floue et qu'on peut aisément se complaire dans la valeur supposée de son propre regard. Mais maintenant que j'ai dit tout ça, j'en reviens à mes réserves sur Civil War, parce que tout ce que je viens de dire est finalement très théorique et sublime à maintes reprises l'approche narrative et esthétique de Garland. Mais dans la pratique, le film perd de ses ambivalences à cause
cause de symboles, de dialogues et de scénettes assez balourdes. En fait, si je trouve la partie road trip très réussie, j'ai un peu plus de mal avec l'intro que je trouve extrêmement didactique, et j'ai surtout du mal avec un choix majeur de la fin, que je ne spoilerai pas bien évidemment, mais qui m'a beaucoup gâché mon plaisir. À tel point que je croyais même être un peu déçu de l'ensemble en quittant la salle. Sauf que plus je pense à Civil War, et plus le film me trotte dans la tête, malgré ses maladresses, et je pense que ça dépasse l'aspect très viscéral de ces séquences d'horreur et d'action qui font forcément leur petit effet. Au fond, j'en viens à me demander si ce manque de finesse, qui m'a d'abord dérangé, n'est pas essentiel au film. Bah oui, parce que quand on y réfléchit, Alex Garland parle des États-Unis, pays de l'hyperbole par excellence, un pays tellement tiraillé par des extrêmes culturels et politiques que l'harmonie y semble impossible, et un pays qui, en termes de finesse, a pas mal morflé par le mandat de Trump, et son image de gros beauf entrepreneur et de milliardaire bling-bling ignare. I'm a very stable genius. Pour mieux comprendre ce que je veux exprimer, je vais me permettre de faire un petit détour en parlant de Barbie, mais promis, c'est cohérent avec Civil War. À écran large comme partout d'ailleurs, Barbie a pas mal divisé. Et perso, avec Déborah, on a fait partie des enthousiastes. Je trouve le film rafraîchissant et souvent malin dans son approche du féminisme, mais il y a aussi plein de moments que je trouve maladroits et un peu trop rentre-dedans. Quelques semaines après la sortie du film, j'en ai parlé avec une amie qui était pour le coup dithyrambique. Et quand je lui ai dit « ouais, enfin bon, quand même, ça manque de subtilité par moment », elle m'a répondu « mais pourquoi Barbie aurait besoin d'être subtile ? C'est le premier blockbuster qui évoque explicitement le terme patriarcat et sa résonance, et qui met en lumière un rapport au féminisme justement invisibilisé d'habitude. Le tout avec une marque qui l'emploie comme un cheval de Troie. Et franchement, ça m'a fait réfléchir. Parce que c'est vrai que Barbie, qu'on l'aime ou pas, a déblayé un sacré terrain à Hollywood. Et peut-être qu'en effet, Barbie n'a pas besoin d'être subtile. Alors que Greta Gerwig a pu s'engouffrer dans une brèche inespérée, elle a fait en sorte que son film montre à quel point il marque un renouveau, pour le marteler, le normaliser et assurer que d'autres n'aient plus à être aussi frontaux. Et c'est exactement la même chose avec Civil War. Qu'il sorte en période électorale est déjà franchement savoureux, mais c'est un film qui a conscience de sa responsabilité, qui sait qu'il doit être un coup de pied dans la fourmilière, même s'il sera sans doute instrumentalisé par les mauvaises personnes. C'est un film qui regarde les US droit dans les yeux, et plus généralement un monde occidental déjà au bord du gouffre. Il y a un sentiment d'urgence qui nécessite peut-être de ne pas être très subtil. Ça n'excuse pas ma petite déception de la fin, mais ça aide quand même à comprendre pourquoi le dernier film d'Alex Garland reste un coup de poing en plein ventre violent, et surtout sans concession. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu, même si je suis parti un peu loin dans mes délires. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner et à commenter sur le cinéma d'Alex Garland et sur Civil War quand vous l'aurez vu. D'ailleurs, petit aparté, mais j'en profite aussi pour vous recommander l'excellent The Sweet East, qui est sorti fin mars au cinéma. C'était l'un de mes chouchous au dernier festival de Cannes, et ça parle là aussi de la scission de l'Amérique au travers d'une comédie absurde sur une ado qui se la joue Alice au Pays des Merveilles dans l'Est américain, où elle fait plein de rencontres improbables. Si vous avez l'occasion de le rattraper, ça peut faire un sacré double programme, et je vous renvoie surtout à ma critique sur le site d'Écran Large. Mais surtout, je vous rappelle que pour qu'on continue à faire ce genre de vidéos, il est important de soutenir Écran Large parce qu'on reste un site indépendant. Et pour ça, on propose un abonnement sur le site qui vous donne accès contre quelques euros par mois à des articles exclusifs chaque semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! Stop!